C'est l'histoire d'une extermination lente et progressive, celle d'un petit peuple d'Amazonie, les Awa. Encerclés par les bûcherons, le danger se rapproche chaque jour un peu plus de la tribu. Ces trafiquants de bois alimentent un marché mondial. Un bois coupé illégalement qui finit souvent chez nous, en parquet ou en terrasse. Nous ne pouvons pas vivre sans la forêt. Où vivrions-nous sans la forêt? Je vais vivre ici. Cette forêt est la nôtre. Laissez-la, elle est si belle. Les Awa comptent parmi les derniers chasseurs-cueilleurs nomades au monde. De leur forêt, il ne reste aujourd'hui plus grand-chose. Et sans elle, ils ne survivront pas. J'ai la conviction que si l'on ne protège pas les Awa, ils seront exterminés naturellement. Ce sera alors un grand génocide que l'humanité ne se pardonnera jamais. Les Awa sont dans une situation très difficile parce qu'ils sont nomades et qu'ils sont sous la pression des trafiquants de bois et des fermiers. La seule façon pour eux de survivre, c'est que l'on parle d'eux. Les Awa gênent les intérêts des multinationales du bois. Les enjeux financiers sont colossaux. L'exploitation illégale des forêts dans le monde rapporterait 15 milliards de dollars par an. Dites non. Non à l'agro-business. Non au trafic de bois. Ne louez pas vos terres. Une seule chose compte à présent. Vous devez vous défendre. Leur forêt si loin de nous, c'est pourtant notre histoire. La France est le premier importateur de bois tropical brésilien. Bon, c'est parfait. C'est de l'IP qui arrive du Brésil, qui est un bois absolument admirable. Pour survivre, les Awa ont choisi de se battre et d'affronter ces milliers d'envahisseurs venus piller leurs richesses. Ce n'est pas nous qui tuons le blanc. C'est le trafiquant de bois qui nous tue. De nombreux Awa vivent encore dans l'isolement. C'est la tribu la plus menacée du monde. Et quand les trafiquants les voient, ils les tuent. Voici ce qu'on va faire. Un homme peut arrêter ça. Le ministre brésilien de la Justice. C'est vous. Si vous cherchez un Awa dans la forêt, mieux vaut lever un peu la tête. Là-haut, à la cime des arbres, on trouve souvent un enfant de 6, 7 ou 8 ans. La cueillette comme la chasse sont les fondamentaux de l'éducation chez les Awa, l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs nomades au monde. E esse macaco some. Não pode tirar não, mais fino. Gente, minha esposa comer não. Só homem come. La première fois que je les ai rencontrés, ça a été un vrai coup de cœur. C'est un peuple très réceptif, très joyeux, très accueillant. Et je me suis tout de suite passionnée pour les Awa. Ce qui m'a impressionné, c'est leur gentillesse. Une gentillesse, presque la gentillesse des enfants. Ils rient de tout, à tout instant. Ils n'ont aucune notion du danger qui les menace.
pequeno. Aí eu como é que o foro pico errado. Ah, essa comenta foro aqui. Ya kaçır. Ya kaçır pula. C'est au nord du Brésil que vivent les Awa, dans l'état du Maranhão. Au total, ils seraient 350 établis dans 4 localités différentes. Plus une centaine qui vivraient dans un coin de forêt sans aucun contact avec notre société, pour l'instant du moins. Leur mode de vie actuel, c'est un peu le nôtre, à quelques milliers d'années près. Leur forêt, c'est tout pour eux. C'est à la fois leur hôpital, leur église, leur supermarché. Ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin. C'est l'une des tribus les plus menacées du monde. Et même si aujourd'hui certains chassent avec des fusils et portent des t-shirts made in China, les Awa sont fermes. Ils veulent rester dans la forêt. Lui s'appelle Irakatoa. Il est le plus âgé de la tribu. En fait, son âge exact, comme celui des autres Awa, est un mystère. Chez eux, les années ne se comptent pas. Laissez nos arbres en paix. C'est dans la forêt que nous trouvons notre nourriture. On y chasse nos tortues, des tapirs, des singes hurleurs. Je ne veux pas voir ma forêt détruite. Je ne veux pas assister à sa destruction. Ici, c'est à nous. Les trafiquants de bois ne sont plus très loin de la tribu. Ils progressent chaque jour un peu plus dans la forêt. Ils ne sont plus qu'à 3 kilomètres. Sur place, ce sont en général des petites entreprises qui emploient une cinquantaine de personnes pour aller couper des arbres. Ce sont de petites boîtes, mais qui dégagent environ $1 million par an. Même si parfois ces entreprises ont l'air un peu délabrées, elles sont en fait économiquement hyper rentables. C'est un bon moyen de devenir riche. Oui, surtout dans une région aussi pauvre. Nous sommes sur l'une de ces routes illégales construites par les trafiquants pour exfiltrer les troncs d'arbres. Un homme du coin qui connaît bien le milieu des madereros, les coupeurs de bois, nous fait la visite. Ici, mieux vaut être prudent quand on filme ces scieries clandestines. Regardez, là-bas, c'est une scierie. Les trafiquants, nous dit-on, sont souvent armés, et ce qu'ils détestent par-dessus tout, c'est que l'on vienne les déranger. Pourquoi ils ont mis toutes ces planches devant? C'est pour empêcher que quelqu'un regarde, pour éviter qu'on puisse voir tout le bois qu'ils ont coupé. Sur le bord de cette piste qui longe le territoire Awa, des troncs fraîchement déposés quelques heures plus tôt par un camion de trafiquants. Là-bas aussi, c'est une scierie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont arrêtés? Non, non, non. Ils sont en train de brûler la sciure. Ils le font pour ne pas laisser de traces. Effacer les traces de son crime, une routine. Tout comme recevoir une visite des agents de contrôle de l'Ibama, la police des forêts. Ici, chaque camp se connaît bien, un peu trop bien même. C'est toujours pareil. Quand l'Ibama débarque ici, tous les exploitants de bois sont déjà au courant. Ils ont quelqu'un à l'intérieur qui les avertit. Les bûcherons sont allés vite, très vite. En moins de 25 ans, c'est près de 30% du territoire Awa qui a disparu. Le territoire est pourtant, sur le papier, officiellement protégé par la Constitution brésilienne.
Ça, c'est le territoire Awa. Et vous pouvez voir comment ils ont tout coupé. Ils ont attaqué par le nord, par le sud et par l'ouest. C'est l'une des 5 zones les plus critiques de l'Amazonie brésilienne. Dans ce coin, vous avez en fait un mélange de 2 types de forêts. Vous avez à la fois une forêt humide, ouverte, et une autre beaucoup plus dense. Quand vous avez ces 2 types de forêts mélangées, alors vous obtenez une biodiversité exceptionnelle. Et c'est pour ça que cette forêt est rare. La coupe de bois n'est que la première étape du processus de déforestation. Une fois qu'ils ont sorti les troncs de la forêt, ils mettent le feu et brûlent tout ce qui reste. La solution est radicale. La forêt des Awa est parfois littéralement brûlée. Ce sont souvent les cultivateurs de soja qui sont derrière ces incendies. En quelques jours, le terrain est dégagé. Les semences à croissance rapide peuvent être ensuite plantées. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'exploitation forestière illégale représente 15 milliards de dollars par an et serait très souvent connectée au crime organisé. Pour piller la forêt des Awa, les bûcherons, les fermiers, les exploitants n'ont jamais hésité à employer la force. En 2012, plus de 1200 membres de tribus indigènes du Brésil ont été victimes d'agressions physiques, de violences sexuelles, de tentatives d'homicide. À ce chiffre terrifiant, il faut ajouter celui des 60 Indiens assassinés l'an passé, souvent par des tueurs à gages, des pistoleros. Depuis plus de 30 ans, les Awa sont systématiquement pourchassés et parfois assassinés dans la forêt par les coupeurs de bois. Une violence qu'Hirakatoa n'oubliera jamais. Les bûcherons se trouvent juste derrière la forêt. Ils arrivent souvent par derrière. Une fois, les bûcherons sont venus. Ils avaient accroché des fils de fer partout. Nous étions enfermés. Nous sommes restés encerclés toute la nuit. Les coupeurs de bois ont tué des Awa. Une fois, ils ont même tiré sur mon père, dans la fesse. Beaucoup d'entre nous ont attrapé la grippe du blanc. Beaucoup en sont morts. Je me rappelle de leurs prénoms. Ils sont tous morts. Pendant plus de 8 ans, le juge fédéral de l'État du Maranhão, Carlos Medeiros, a enquêté sur les crimes et les violences commises à l'encontre de la tribu Awa. D'après notre enquête, les bûcherons rentrent dans la forêt avec des feux d'artifice, des fusées. Et une fois lancés, le bruit est tel que les gibiers s'en vont. Et les Indiens sont terrorisés, ils s'enfuient eux aussi. C'est à ce moment-là que les bûcherons avancent dans la forêt pour couper les arbres de la région des Awa. En discutant avec les Awa, j'ai entendu des témoignages parlant de familles entières qui seraient mortes après avoir ingéré de la farine empoisonnée. On a recueilli également de nombreux témoignages selon lesquels ils auraient été chassés, poursuivis par des personnes qui leur tiraient dessus et même poursuivis par des chiens. Rosana le sait, son combat contre les trafiquants de bois peut un jour lui coûter cher. Entre 1971 et 2002, 1280 militants, avocats, paysans, leaders syndicaux et religieux ont été assassinés parce qu'ils s'opposaient à la déforestation. Parmi ces victimes, Chico Mendes. Ce syndicaliste qui s'était battu pour préserver la biodiversité a reçu 2 balles dans le crâne le 22 décembre 1988. Des centaines d'autres ont été éliminés. La sœur Dorothy en 2005, qui entendait également défendre les peuples d'Amazonie,
Et puis, plus récemment, Zé Claudio, un militant qui vivait dans l'état du Pará. Son corps et celui de son épouse ont été retrouvés dans un fossé en mai 2011. L'oreille de l'activiste a été tranchée, signe d'un meurtre commandité, mais aussi d'une preuve pour le donneur d'ordre de la réussite de sa mission. Cette exécution n'a surpris personne, à commencer par la victime elle-même, Zé Claudio, qui avait presque prédit son propre meurtre 6 mois plus tôt, à l'occasion d'une conférence publique. Je vis de la forêt. Je la protégerai par tous les moyens. Et pour ça, je vis en permanence avec un pistolet braqué sur la tempe. C'est parce que je dénonce les trafiquants de bois, que je dénonce les trafiquants de charbon, que je risque de disparaître un jour. Ce qu'ils ont fait à Chico Mendes et à Sœur Dorothée, ils veulent me le faire à moi. Aujourd'hui, je suis en face de vous, je vous parle. Mais dans un mois, qui sait, je ne serai peut-être plus là. Vous vous demandez si j'ai peur? J'ai peur. Je suis humain, j'ai peur. Mais cette peur ne me fera jamais taire. Tant que je pourrai marcher, je ferai tout ce que je peux pour combattre ceux qui s'attaquent à la forêt. Les assassins de Zé Claudio ont été retrouvés et arrêtés. Mais les commanditaires, car ils seraient plusieurs, eux, seraient toujours en liberté. C'est sur ce chemin près de Marabá, dans l'état du Pará, au nord du Brésil, que le couple à moto a été visé par 2 hommes au visage dissimulé derrière une visière fumée rabattue. À l'endroit même où leurs corps ont été retrouvés, une stèle a été dressée. Le frère de Zé Claudio et sa nièce s'y rendent souvent pour prier. Mais apparemment, quelques jours plus tôt, quelqu'un a tiré sur la stèle. Je suis vraiment révoltée. Cette stèle, c'était juste pour symboliser l'endroit où ils ont tué mon oncle et ma tante. La vie de mon frère, le combat de mon frère n'avait pas de prix. Son travail, c'était notre vie. La vie de l'humanité qui repose sur cette diversité. Tout son combat, ce n'est qu'une question de vie, de nos vies. Sans cette forêt, sans cette diversité, sans ces fruits, comme la châtaigne, nous ne pourrions plus vivre, car nous ne pourrions plus respirer cet air. À vrai dire, ce sang qui coule dans la forêt ne semble pas inquiéter davantage les autorités brésiliennes. Pour preuve, l'impunité dont profitent les industriels du bois régulièrement surprit la tronçonneuse à la main en pleine réserve indigène. Selon un rapport de Greenpeace, les 5 principales entreprises de l'État du Pará ne payent que rarement leurs amendes quand elles sont condamnées par la justice. Les méthodes des grands trafiquants sont pourtant connues de tous. Le bois est toujours coupé par des petites mains dans les forêts protégées. Puis il est transporté de nuit à l'arrière de camions. Ensuite, les trafiquants forgent de faux documents donnant l'impression d'un bois coupé en toute légalité. Enfin, il est acheminé vers un port où il sera exporté vers l'étranger ou vers une autre ville du pays. À Belém, les lois vont rarement à l'encontre des industriels du bois. Et pour cause, toutes les campagnes électorales sont financées par les compagnies d'exploitation forestière. L'un des hommes les plus puissants de l'État du Pará, c'est Guilherme Carvalho. Il dirige l'association des exportateurs de bois de toute la région.
Chaque année, il exporte des dizaines de milliers de mètres cubes de grumes vers les États-Unis et l'Europe. Discret mais puissant, le lobby des industriels du bois qu'il représente ne craint pas les procédures de police. Qu'importe si ces entreprises se font régulièrement pincer en flagrant délit dans la forêt des Awa. L'IBAMA a commis de nombreuses erreurs par le passé. L'IBAMA n'est pas un organisme parfait. Aucun de nous n'est parfait d'ailleurs. Nous faisons tous des erreurs. Sur la table de l'industriel, les infractions s'accumulent. Mais qu'importe, il le redit, il n'y est pour rien dans ces histoires. Tout cela, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Bien souvent, il peut arriver que celui qui nous vend du bois ait trafiqué ces documents auparavant. C'est commun. Donc dans ce cas-là, celui qui doit être puni, c'est lui, c'est pas nous. Vous pensez quoi de ce qui arrive à la tribu Awa qui souffre de la déforestation et du trafic de bois? Je ne connais pas cette tribu. Comment il s'appelle? Awa? Je ne les connais pas. J'ai le sentiment en tant que citoyen que l'État brésilien a été léthargique. Si l'on me demande, est-ce que la législation existante au Brésil protège ceux qui agressent l'environnement, je répondrai que oui. Je crois que la loi brésilienne protège mieux celui qui détruit l'environnement qu'elle ne protège la nature. L'impunité judiciaire de ces trafiquants de bois, c'est à lui d'y mettre un terme, s'il le veut bien. José Eduardo Cardoso est depuis 2011 le ministre de la Justice du Brésil. Qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre cette impunité judiciaire qui profite aux trafiquants de bois? Nous avons des forêts immenses et les crimes environnementaux peuvent survenir dans des zones très isolées. Mais dès que nous le pouvons, nous tentons de prendre en flagrant délit les auteurs de ces infractions. J'ai l'impression que ça, c'est un peu sur le papier, que c'est un peu théorique. Beaucoup d'entreprises ont été pris en flagrant délit par l'IBAMA en train de trafiquer du bois dans des territoires indigènes, et elles continuent. Comment vous expliquez cette défaillance du système judiciaire ou policier brésilien? Nous avons quand même ralenti la déforestation illégale. Et ça, c'est grâce au concours de la police brésilienne, de l'armée brésilienne, du ministère de l'Environnement et du ministère de la Justice. Mais je le répète, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour que nous puissions éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Le discours est ferme, mais ce n'est qu'un discours. Les scieries clandestines implantées sur le territoire Awa finissent toujours par reprendre leur activité quelques semaines à peine après les contrôles de l'IBAMA. Ces scieries travailleraient parfois indirectement pour des enseignes renommées qui n'hésitent pas ensuite à faire la promotion du bois tropical dans leur publicité. L'un des fournisseurs du groupe Leroy Merlin est actuellement poursuivi pour trafic de bois en territoire Awa. Sur les genoux d'Irakatoa, une brochure publicitaire de la multinationale française, deux mondes se rencontrent. Je reconnais cet arbre. Ça, c'est du paparaouba. Et ça, c'est de l'ipé. Ça aussi, c'est de l'ipé. Nous, les Awa, on vit avec ces arbres. Celui-là sert à faire des arcs. De très bons arcs. Pour chasser les singes.
Celui-là, c'est du jatoba. Cet arbre donne une fleur que les singes mangent. Tout ça doit coûter très cher. Les Awa ne savent peut-être pas encore que la France, l'Europe ou les États-Unis existent, et pourtant, une partie de leur forêt y termine souvent sa route. La France est d'ailleurs un très bon client du Brésil. C'est même le premier importateur européen de bois tropical brésilien. Des actions ont souvent été menées par des ONG pour tenter de bloquer l'accès au port de ces containers remplis de massaranduba et d'ipé, les deux essences les plus commercialisées de la forêt amazonienne. Le 23 mars 2005, ce bateau transportant du bois vendu par la compagnie Rancho da Cabloca arrivait au Portugal. Rancho da Cabloca, c'est l'un des exportateurs les plus importants de l'État du Pará, mais aussi une entreprise connue pour son lourd casier judiciaire en matière de fraude et de falsification. Ce jour-là, des militants de Greenpeace ont bloqué la porte d'entrée du bureau de l'importateur. La voiture de l'homme d'affaires manque de les écraser. Mais qui vous a autorisé à faire ça? Reste pas ici, va travailler. Quand il n'est pas déchargé au Portugal, le bois tropical brésilien l'est souvent sur le port du Havre. Sur les quais, on y croise souvent Emmanuel Guillemette. En Normandie, tout le monde connaît la famille Guillemette. Depuis 4 générations, les Guillemette importent du bois à 85% en provenance du Brésil. Emmanuel Guillemette fait partie des 4 plus gros importateurs de bois brésilien en France. Ce bois, il le revend ensuite aux usines des magasins Lapeyre, Point P, avant de finir chez nous, sous forme de terrasses dans nos jardins ou de planchers dans nos maisons. Bon, c'est parfait, ça me paraît bon. C'est de l'ipé qui arrive du Brésil. C'est du 2755 et... C'est un arbre qui s'appelle l'ipé. C'est de l'ipé, voilà, c'est de l'ipé. C'est l'essence qui est la plus connue aujourd'hui sur le marché français, qui est un bois absolument admirable et qui sert surtout à faire des entourages de piscines, des terrasses. C'est un bois absolument merveilleux car c'est un bois imputrescible qui se déforme très peu, qui gerce très peu et qui a permis de réaliser des très beaux ouvrages, notamment à Paris. On a eu comme premier grand chantier en IP, c'est la Grande Bibliothèque de France. Et puis une réalisation qui me tient à cœur parce que j'ai fourni pratiquement 100% de la matière première, c'est la passerelle Solferino qui se trouve entre le musée d'Orsay et le jardin des Tuileries, qui a été faite tout en IP du Brésil et qui est une réalisation absolument magnifique. En fait, M. Guillemette n'est pas franchement bien vu par les ONG qui combattent la déforestation. Son activité lui a même valu quelques ennuis avec quelques militants. Comme sur les Champs-Élysées en 1994. L'association Robin des Bois avait alors mené une action pour dénoncer le pillage des forêts et des terres indigènes. En cause, les bancs en IP du Brésil. Quelques années plus tard, c'est la Bibliothèque nationale de France qui suscite la polémique. Greenpeace y mènera également une action. En 2008, Greenpeace tentera également de stopper une cargaison de bois destinée, entre autres, à l'entreprise Guillemette. Un bois exporté par plusieurs sociétés brésiliennes réputées pour leur talent en matière de falsification de documents, dont la société Rancho da Cabloca. Plus de 6 ans après l'action de Greenpeace, des documents de l'IBAMA que nous nous sommes procurés prouvent que l'entreprise Guillemette continue d'acheter du bois à des compagnies régulièrement poursuivies par la justice brésilienne pour falsification. La loi brésilienne, M. Guillemette est pourtant censé bien la connaître, puisqu'il est aussi consul honoraire du Brésil en France. Le chef d'entreprise est un diplomate. Son consulat et le siège social de son entreprise sont à la même adresse. Son bureau de consul, c'est la 3e porte à gauche en rentrant dans l'entreprise. Pour le diplomate, les affaires ne s'arrêtent jamais. Je pars samedi au Brésil, je pourrais vous donner une réponse début de semaine prochaine. Mais j'en ai pas tout de suite en stock. Et là, on est à 2 mois de l'arrivée des pluies, donc on aura quand même... Donc je vous appellerai si ça vous dérange pas, mais bon, je pense que ça peut que vous conforter peut-être dans ce que vous pensez déjà aujourd'hui. Voilà mon ami.
Mais est-ce que c'est pas un peu délicat pour vous d'être à la fois consul du Brésil et d'importer du bois en provenance d'entreprises qui sont connues du système judiciaire brésilien pour frauder régulièrement? Écoutez, puisque vous mentionnez ma place de consul, effectivement, je suis consul honoraire du Brésil ici pour toute la Normandie. Je vous garantis que ma position comme représentant d'un État de droit qui est le Brésil, je suis doublement vigilant en ce qui concerne mes importations et les documents que j'exige pour mon activité professionnelle. Est-ce que ce ne serait pas être plus vigilant que d'arrêter de travailler avec des entreprises qui sont régulièrement condamnées pour blanchiment de documentation? Écoutez, je ne connais pas récemment des condamnations qui ont été mentionnées à la société Pampa ou Rancho da Cabloca. Sous vos yeux, ça date d'il y a 3 mois. Écoutez, il y a 3 mois, je n'étais pas au Brésil, mais voilà, je me rends au Brésil à partir de la semaine prochaine et je vous garantis que je ferai mon enquête très très personnelle et très approfondie. Et si je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont été dites et qui sont vraies, je prendrai mes dispositions à ce moment-là. Et les tribus indigènes dans tout ça, qu'en pense le consul importateur? Mon point de vue, bien sûr, quelquefois ça peut être surprenant de dire on va attribuer 10 000 hectares de forêt pour une population de 300 Indiens, c'est peut-être un peu disproportionné, mais il y a des gens qui sont attachés à ces traditions, c'est un peu un devoir de mémoire. On est arrivé, ces Indiens étaient déjà là, donc on veut peut-être, pour avoir une conscience tranquille, établir ces dernières réserves. Elles disparaîtront dans quelques années au fil du temps. Mais c'est pas bien grave? Écoutez, je pense que quand on visite quelques réserves indiennes, j'ai eu l'occasion d'en voir une ou deux dans ma vie, sur chaque maison indienne, vous avez une antenne parabolique, vous avez un 4x4 devant la maison. Je crois qu'ils sont attirés par la vie des grandes villes, la vie occidentale, et ils rêvent tous d'avoir, comme nous, une maison, un toit, une salle de bain, un canapé, une télévision, et c'est tout à fait normal. L'un des grands clients de l'importateur normand est un géant de la construction. C'est même le numéro 1 mondial, une fierté nationale. Le groupe Saint-Gobain, maison française fondée en 1683, cotée en bourse, présente sur presque toute la planète, une planète qu'elle affirme vouloir protéger. Mais sur ses 133 000 salariés, pas un seul n'acceptera le principe d'une interview. Chez Leroy Merlin, on a bien voulu nous répondre par contre. L'enseigne française compterait parmi ses fournisseurs un trafiquant de bois qui sévirait chez les Awa, un fournisseur poursuivi actuellement par la justice brésilienne. C'est assez compliqué parce que nous avons à peu près 6000 références dans nos magasins qui contiennent du bois. Ce sont 50 fournisseurs directs. Eux-mêmes ont des fournisseurs de bois. On considère que nous avons à peu près 250 fournisseurs indirects qui travaillent avec nous. Et il faut bien sûr vérifier à chaque fois que la chaîne d'approvisionnement se fait dans le cadre de la loi. Vous dites que vous devez vérifier, ça veut dire que là, vous ne l'avez pas fait? Si, nous l'avions fait. Mais là, vous parlez d'une enquête qui n'a pas encore été jugée négativement contre le fournisseur. Donc ce fournisseur n'apparaît dans aucun document officiel qui pourrait éventuellement démontrer une implication dans un tel trafic. Donc ce fournisseur dispose bien sûr des documents légaux et apparemment, si votre enquête le confirme, ce cas-là précisément nous a échappé. Quelques instants après notre interview, le groupe Leroy Merlin a décidé de retirer des rayons tous les parquets fournis par cette entreprise suspectée d'avoir porté gravement atteinte à la tribu Awa. Après les arbres, c'est à la richesse du sol de cette tribu que les multinationales ont commencé à s'intéresser. Dans cette région du Brésil, un jour de 1967, un géologue américain a découvert un trésor qui allait faire la richesse de compagnies minières internationales. Carajás, la plus grande mine de fer à ciel ouvert au monde. En 1985,
Une voie ferrée longue de plus de 900 km est spécialement construite de São Luís vers Carajás pour extraire le minerai. Ce train coupe le territoire awa en deux. Ce train, il nous a amené plein de mauvaises choses. Ce train, on ne l'aime pas. Il n'a amené que son venin. Ce train, comme la mine de fer d'ailleurs, est la propriété du géant minier Vale, premier producteur de fer au monde. Pour les Indiens, c'est un cauchemar. Le passage du train a effrayé les animaux, leur seul moyen de subsistance a presque disparu. Les Awa ont bien tenté de bloquer le train. À chaque fois, ils ont essayé de se faire entendre, mais en vain. Nous n'arrivons plus à bien chasser. Nous ne pouvons plus entendre le piétinement des animaux qui se rapprochent. Dès que le train passe, je n'entends plus rien. Il n'y a plus jamais de silence. Il y a du bruit toute la journée et toute la nuit. Cette ligne de chemin de fer a été financée par la Banque mondiale, mais aussi par l'Europe, la CE à l'époque. Une aubaine pour un pays en plein décollage économique. Et un deal fantastique pour les Européens qui allaient ainsi s'approvisionner en minerais pour pas moins de 270 millions de dollars par an. C'était un énorme marché, avec des millions et des millions de dollars en jeu. Mais il y avait une condition à ce financement. Il était prévu que les Awa soient protégés et que leur territoire soit démarqué. Je pense que l'Union européenne et la Banque mondiale sont en partie responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux Awa. Le vacarme dans la forêt a débuté il y a 25 ans. Ce train ne s'est pas contenté d'acheminer seulement le minerai, mais aussi des migrants. En quelques années, des milliers d'agriculteurs, de cultivateurs, d'éleveurs ont pu rallier ces zones totalement interdites à tout élément extérieur. Des milliers de colons venus au mépris des lois s'installer en pleine terre indigène, en violation absolue de la Constitution. Comme dans ce village qui n'existe sur aucune carte et qui s'appelle Victoria da Conquista, victoire de la conquête. Son seul nom en dit déjà long sur l'esprit de ses envahisseurs. Nous vivons de l'agriculture. Nous cultivons du manioc, du maïs, du riz, des haricots, des pommes de terre. C'est de ça dont nous vivons. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Et j'ai jamais vu une terre aussi bonne que celle-là. Est-ce qu'ici vous avez déjà croisé des Awa ici sur ce terrain? Non, jamais, jamais. Ces Awa, ils n'existent pas. Ou alors, s'ils sont passés par ici, c'est en survolant nos champs, ou en passant de branche en branche, comme les singes. Aucun d'eux ne le dira face caméra, mais il arrive que ces petits exploitants agricoles donnent de temps en temps un coup de main aux bûcherons. Les camions des trafiquants venus de la ville d'à côté ne sont d'ailleurs jamais très loin. Tiens, des trafiquants de bois. C'est un camion de coupeurs de bois? Oui, ce sont des trafiquants de bois. Des trafiquants? Oui, oui. Ils viennent tous les jours? Oui, ils passent toutes les heures, le jour comme la nuit. Et d'où ils viennent? Ils viennent de Zedoka, la ville d'à côté. Vous êtes tous d'accord pour dire ici que le trafic de bois c'est mal? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi.
Le trafic de bois ici, il n'a pas été créé par nous, les habitants. Non, il a été créé par les Indiens eux-mêmes. Et après, ils se plaignent de ne plus pouvoir chasser. Si on ne prend pas des mesures, il n'y aura plus un seul tronc d'arbre de qualité. Ce n'est pas nous qui les vendons, c'est eux. Si les Indiens vivaient dans un système comme le nôtre, en travaillant, en négociant avec les banques, comme ça devrait normalement se passer, alors on s'apercevrait que tout le territoire dont ils disposent est une absurdité. Pas question pour les habitants de Vitória da Conquista d'être exclus de cette croissance qui fait décoller le Brésil depuis une dizaine d'années. Troisième exportateur agricole mondial, premier producteur de café, de poulet, de jus d'orange, de viande de bœuf au monde. Pratiquement autosuffisant en énergie grâce à son pétrole, son hydroélectricité, son éthanol, le Brésil est devenu en peu de temps la ferme du monde. En face, de l'autre côté des courbes et des statistiques, les Awas ne pèsent pas lourd. En 2010, ils sont sortis de leur réserve et sont montés dans un bus loué pour l'occasion par une ONG. Ils sont allés dans la ville de Zedoca, là où les Madeireiros se trouvent, pour montrer qu'ils existaient bien, qu'ils étaient bien réels et qu'ils n'allaient pas abandonner leur forêt, sans laquelle ils ne survivraient pas. Nous sommes venus vous dire que nous existons. Nous ne voulons pas vous laisser construire sur notre terre. Je ne sais pas ce que l'on va devenir. Personne ne le sait. C'est notre terre. Nous voulons y rester pour y faire grandir nos enfants et manger nos fruits. Nous voulons continuer de vivre en chassant. Nous vous demandons de nous respecter comme nous vous respectons. Nous sommes les Awas. Au cours de cette manifestation, Rosana, la militante, qui se bat depuis 20 ans à leur côté, est venue justement les mettre en garde contre les tentations, contre toutes ces propositions alléchantes faites par les coupeurs de bois. Cette terre n'appartient pas au gouvernement. C'est votre terre, la vôtre. Vous avez le droit d'y vivre. Prenez-en soin, partagez-la avec vos enfants, valorisez votre culture et restez heureux. Notre modèle à nous ne fait que polluer l'eau, détruire la forêt, mettre le feu et semer la mort parmi les peuples indigènes. N'acceptez pas ça, dites non. Vous devez vous défendre. Dites non à l'agrobusiness, non au trafic de bois, ne louez pas vos terres. Et surtout, dites oui à la vie. Le plus important, c'est que vous puissiez subvenir à vos besoins et à ceux de vos enfants. Au Brésil, les premiers ennemis de la cause indigène sont souvent les lobbyistes de l'agrobusiness, proches de nombreux parlementaires. Et pour cause, le secteur donne du travail à près d'un tiers des Brésiliens et représente un quart du PIB. Aucun député ici ne jouera contre les intérêts des producteurs de soja, de sucre ou de coton. En mars 2011, différentes tribus du pays sont entrées de force dans le Parlement à Brasilia pour tenter d'être entendues. Pendant un instant, certains députés fébriles se sont vus mourir sous les flèches et les cris. Monsieur le Président, tout le monde a peur. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Eu disse! Eu falava e vocês...
Vous disiez dans l'hémicycle que vous aviez peur. Vous aviez peur de quoi? Parce qu'ils sont arrivés avec des armes, des flèches et tout leur attirail. Mais ça reste des armes. Ici, ce sont des armes. Ils auraient pu blesser quelqu'un. On ne peut pas dire que c'était de leur part un geste démocratique. Il est temps de sortir l'Indien de la misère dans laquelle il vit. Regardez, dans le reste du monde, aux États-Unis par exemple, ou en Guyane française, là-bas, vous y trouverez des Indiens de qualité. Moi, je veux que l'Indien puisse aller à l'université tout en vivant comme il le souhaite, mais avec une meilleure qualité de vie. Je veux vivre comme avant, quand tout était en abondance. Avant que nous soyons contactés. C'est mon souhait. Je ne veux pas quitter la forêt. Ces arbres sont beaux. Je ne veux pas voir sa destruction. Il existe toute une série de préjugés sur les Indiens, qu'ils sont paresseux, qu'ils ont bien trop de terre en leur possession. Et tous ces politiques en rajoutent en disant « ce ne sont pas 300 Indiens qui vont empêcher 6000 non-Indiens de vivre ». Toutes nos études ont prouvé que lorsque vous forcez des tribus indigènes à s'intégrer, ça ne marche jamais. Vous pouvez le constater facilement. Physiquement, ils sont plus exposés aux maladies, comme le sida par exemple, les taux de augmentent. C'est ce qu'il s'est passé chez les Guarani au Brésil ou les Inuits au Canada. La seule manière de faire, en fait la seule qui marche, c'est de laisser les tribus choisir par elles-mêmes. Le choix doit venir d'elles-mêmes. Depuis près de 2 ans, l'ONG britannique Survival International met la pression sur le gouvernement brésilien pour qu'il expulse tous ceux qui ont envahi le territoire Awa. Porte-parole de cette campagne, l'acteur Colin Firth. De nombreux Awa vivent encore dans l'isolement. C'est la tribu la plus menacée du monde. Un peu partout aux États-Unis, des célébrités en tout genre ont suivi. À Londres et à Paris, et dans d'autres capitales européennes, à l'hiver 2012, une poignée de militants investis ont manifesté devant les ambassades du Brésil. Sur place, dans la forêt, des journalistes locaux décidaient également de s'intéresser au combat des Awa. Pour Survival, un seul homme est capable de sauver les Awa, le ministre de la Justice. Lui seul peut décider de l'expulsion des habitants de Victoria da Conquista et du démantèlement des scieries clandestines. Nous devons être suffisamment nombreux pour qu'ils nous prennent au sérieux. Vous, moi, nos amis, nos familles, tout le monde compte. Lui, il me prend pour David Copperfield. C'est difficile, vous savez. Je ne peux pas débarquer comme ça, arriver sur un territoire et mettre les colons dehors. Et où est-ce que je les mets ensuite? Ils vont mourir de faim. Je risque donc de créer un problème social. Donc j'essaye de suivre un processus. La vision internationale, vous savez, c'est souvent une vision romantique. On me dit, virez ces gens. Mais allez-y vous, venez voir le problème. C'est du romantisme total. Le ministre le sait, chaque jour compte désormais. D'ici quelques années, si rien n'est fait, les Awa disparaîtront. Attention, les promesses qui vont suivre ne sont pas les premières du genre sur ce dossier. Mais cette fois-ci, une caméra les enregistre.
Bon, est-ce que la situation est grave? Oui, elle est grave. Parlons-nous d'actes illicites? Oui. Pourquoi la situation a-t-elle traîné? Parce que la justice a été très lente. Donc aujourd'hui, nous allons prendre des mesures pour rendre la terre aux Indiens une fois que les tribunaux auront rendu leur sentence finale. L'État brésilien a-t-il le devoir d'agir? Oui, il le doit. Et il va agir pour rendre cette terre aux Indiens. Au plus tard, c'est décembre, janvier, c'est quand? Oui, en fait, nous avons mis en place avec les juges un plan d'expulsion. Nous allons mettre dehors tous ceux qui ne sont pas indiens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce sera fait au début de l'année 2014. Combien de temps leur reste-t-il exactement? À quelle vitesse le progrès, comme diraient certains députés brésiliens, va-t-il les rattraper? Chez les Awa, on ne compte pas les années, mais le temps commence à presser. Je crois que nous aurons le sentiment d'avoir perdu une nation. Peu importe s'ils ne sont que 300, 400 ou 500. Imaginez si l'on extermine une nation, la nation française, la nation brésilienne. Qu'importe la dimension, c'est le même sentiment. Qu'il soit 300 ou 3 millions. Cette dimension mathématique n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le droit naturel, le droit fondamental. Ce qui est important, c'est le devoir humain de protéger une communauté désemparée.